Mes parents m'ont envoyé un texto, nous savons que tu as dépensé 450 000 $ pour sauver la maison. Mais ton frère ne veut pas de toi à Noël. J'ai juste répondu, ok, bien noté. Cette nuit-là, ils ont compris que j'en avais fini d'être prise pour acquise. Ce qui s'est passé ensuite les a choqués. Je m'appelle Ava Miller, et la nuit où tout a changé, j'étais assise seule dans une tour de bureau calme du centre-ville de Portland, en Oregon, regardant la ville disparaître sous la première douce chute de neige de décembre. J'avais 31 ans, analyste principal des risques, et j'avais construit une vie autour de décisions calmes, de chiffres clairs et de mains stables. On me disait souvent que j'étais le roc dans chaque crise. Et peut-être que c'était vrai, du moins professionnellement. Mais en dehors du bureau, dans l'espace où la famille aurait dû me sembler un foyer, j'avais toujours été plus comme une pièce de rechange. Utile, fiable, oubliable. Cette nuit-là, je ne savais pas encore que ma famille allait me le faire comprendre douloureusement. Il était près de 21 h quand mon téléphone a vibré contre le bord de mon bureau. Le bureau était presque vide, juste le bourdonnement du chauffage et le ronronnement lointain d'une photocopieuse se réinitialisant pour la nuit. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à une notification de travail. Mais à la place, le nom de maman s'est allumé avec un court message. Appelle-nous tout de suite. C'est important. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais de familiarité. Les messages urgents de mes parents signifiaient rarement des urgences. Ils signifiaient généralement de l'argent ou David. Généralement les deux. J'ai expiré lentement, appuyé sur le bouton d'appel et attendu. Maman a répondu immédiatement, sa voix plus calme que d'habitude. Ava, ma chérie, enfin. On attendait. La respiration lourde de papa flottait derrière elle, comme toujours quand il voulait que la conversation se termine avant même qu'elle ne commence. Que se passe-t-il? Ai-je demandé en m'adossant à ma chaise. Maman n'a pas perdu de temps. Ton père et moi, on a trouvé les papiers. Son ton n'était pas accusateur. Il était étrangement formel. Concret. On sait que tu as utilisé 450 000 $ pour sauver la maison, l'hypothèque, les impôts, tout. J'ai cligné des yeux vers le mur, mon expression indéchiffrable. D'accord, ai-je dit doucement. Je ne m'attendais pas à de la gratitude, et je n'en avais certainement reçu aucune quand je l'ai payé, alors la reconnaissance soudaine maintenant me semblait presque absurde. Mais ensuite, sa voix a pris une tournure encore plus calme, presque clinique. Quoi qu'il en soit, a-t-elle dit, ton frère ne veut pas de toi à Noël cette année. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Quoi? David a dit que ça compliquerait les choses si tu venais, a-t-elle continué. Il se sent mal à l'aise, surtout après tout ce qui s'est passé avec la maison. Papa a alors pris la parole, son ton ferme comme s'il rendait un verdict. Il vaut mieux que tu passes ton tour, Ava, juste pour cette année. On doit respecter les sentiments de ton frère. J'ai fixé mon écran d'ordinateur assombri, mon reflet à peine visible sur une feuille de calcul sur laquelle je travaillais depuis des heures. Juste pour que je comprenne, ai-je dit lentement, chaque mot mesuré. Vous m'excluez de Noël parce que David ne veut pas de moi là-bas. Maman n'a même pas fait de pause. Oui, ma chérie. Il est stressé, et on ne veut pas l'aggraver. Ce sont les fêtes. Gardons les choses en paix. Pacifique. Les mots ont glissé sur moi comme de l'eau glacée. Il parlait de paix tout en écartant la seule enfant qui avait payé près d'un demi-million de dollars pour garder un toit sur leur tête. Il choisissait à nouveau mon frère avec la même facilité que les gens choisissent un dessert au restaurant. Sans hésitation, sans considération. Je n'ai rien ressenti au début, pas de colère, pas de chagrin, juste un calme étrange et absolu, comme si mes émotions avaient quitté la pièce et m'avaient laissé seul un instant. Dans ce vide, je pouvais entendre le faible bourdonnement d'une lumière fluorescente au-dessus de moi et le doux tapotement des flocons de neige frappant la fenêtre. D'accord, ai-je dit. Ma voix m'a surprise même moi. Stable, plate, une seule ligne ininterrompue. Puis j'ai ajouté les deux seuls mots qui me semblaient justes. Deux mots qui ne suppliaient ni ne protestaient. Deux mots qui marquaient une rupture silencieuse en moi. Bien noté. Un silence étrange a suivi. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je discute, que je pleure ou que je leur demande s'ils étaient sérieux, mais ils avaient sous-estimé le nombre de fois qu'une personne peut être mise de côté avant que la blessure ne devienne une cicatrice. Eh bien, a dit maman, semblant décontenancée pour la première fois.
Je suis contente que tu comprennes. L'appel s'est terminé là. Je suis restée assise, immobile, pendant 30 bonnes secondes, le téléphone toujours à la main, l'écran noir. Ma respiration est sortie lente, régulière, embuant presque l'air même si la pièce était chaude. Et j'ai réalisé que ce n'était pas nouveau. Être exclu n'était pas nouveau. Être en dernière position n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était la clarté. La façon dont tout dans ma vie s'est soudainement aligné en une vérité nette et indéniable. Les personnes que j'avais passé ma vie entière à soutenir ne me choisiraient jamais, même pas pour Noël. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et j'ai marché dans le long couloir vers l'ascenseur. Le bâtiment semblait figé dans le temps, le genre de silence qui faisait de chaque pas une question sans réponse. Dehors, le froid m'a instantanément frappé le visage. La neige tombait en légers flocons délicats qui fondaient au moment où ils touchaient ma peau. Le parking était presque vide. Juste quelques voitures solitaires saupoudrées de blanc sous la lueur jaune des lampadaires. J'ai marché lentement, mes bottes craquant dans la fine couche de neige. Je ne me pressais pas. Je ne tremblais pas. Je ne m'effondrais pas. Je me sentais comme quelqu'un qui avait enfin ouvert les yeux après 30 ans de vie dans une pièce sombre. Bien noté, me suis chuchoté, non pas en réponse à eux, mais comme une promesse à moi-même. Au moment où j'ai atteint ma voiture, un vague souvenir m'a assailli, venu de quelque part au plus profond de moi. Quelque chose de vieux et de familier, le début d'une histoire que j'avais essayé d'oublier. Mon enfance à Salem, le déséquilibre qui a tout façonné, et le frère qui avait toujours été placé au-dessus de moi. Et alors que j'étais assise au volant, regardant la neige brouiller le monde extérieur, j'ai su que pour comprendre ce qui venait de se passer, je devais me souvenir où tout avait vraiment commencé. Alors que j'étais assise dans ma voiture cette nuit-là, enneigée, regardant le pare-brise se couvrir lentement de buée, mon esprit a dérivé vers un endroit que je n'avais pas visité depuis des années, à Salem, en Oregon, où tout avait tranquillement commencé bien avant que je ne comprenne quoi que ce soit. Notre ancienne maison était une maison à 2 étages avec une peinture bleue délavée, un grand jardin qui sentait le pin humide chaque hiver, et une balançoire en bois grinçante que papa promettait toujours de réparer mais ne le faisait jamais. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à une maison de famille ordinaire. Mais pour moi, c'était la première salle de classe où j'ai appris des rôles que je n'avais jamais accepté de jouer. David et moi avons grandi sous le même toit, mais pas selon les mêmes règles. Il avait 2 ans de plus, le fils prodige dès son premier souffle. Du moins, c'est ce que je ressentais. Mes parents ne l'appelaient pas comme ça, bien sûr. Ils utilisaient des phrases comme « plein de potentiel, a besoin d'être investi » ou « mérite toutes les opportunités », et les opportunités étaient exactement ce qu'ils recevaient, des tuteurs privés, des clubs de robotique, des camps de sciences d'été, des leçons de tennis, un nouveau vélo tous les 2 Noëls, puis un plus beau quand il devenait trop grand. Quand il a eu 16 ans, papa lui a donné les clés d'une Honda Civic d'occasion mais impeccable, achetée spécialement pour s'assurer que David ne soit pas à la traîne des autres garçons. Pendant ce temps, j'ai grandi en entendant un refrain différent. Ava est forte. Ava est indépendante. Ava sait comment prendre soin d'elle-même. Cela sonnait comme un éloge au début, mais plus je grandissais, plus je réalisais que ces mots visaient moins à m'admirer qu'à justifier tout ce qu'ils ne me donnaient pas. J'avais 7 ans quand maman m'a tendu pour la première fois une pile d'enveloppes en disant « Ma chérie, peux-tu m'aider à organiser ces factures ? Tu es si douée avec les chiffres. » Je ne comprenais rien de ce qui était écrit dessus, mais j'ai essayé. À 8 ans, elle m'a fait recopier les dépenses du ménage dans un carnet parce que « tu écris plus proprement que moi ». À 9 ans, je gérais la liste de courses par rapport au budget hebdomadaire. Je me souviens d'être assise au comptoir de la cuisine, les jambes pendantes, essayant d'étirer l'argent de la nourriture pour que maman ne soupire pas comme elle le faisait chaque fois qu'elle regardait le compte en banque. Au moment où je suis arrivé au collège, je pouvais calculer les frais de retard, suivre les cycles de facturation et prédire quel mois papa oublierait à nouveau la facture d'électricité. Non pas parce que je le voulais, mais parce que quelqu'un devait le faire. Et dans notre famille, quelqu'un signifiait toujours moi. David, en revanche, n'a jamais touché une facture de sa vie. Il a traversé l'enfance avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Quand il voulait un nouvel ordinateur portable, ils économisaient pour ça. Quand il voulait rejoindre un club qui coûtait des centaines de dollars chaque semestre, il trouvait l'argent d'une manière ou d'une autre. Quand il avait des difficultés dans une matière, ils engageaient un tuteur en une semaine. Chaque problème qu'il avait était traité comme une crise.
Chaque problème que j'avais était traité comme quelque chose que je finirais par régler par moi-même. Je me souviens encore d'une soirée dans le salon. Je devais avoir environ 11 ans. David pleurait parce qu'il avait eu un B à un contrôle de sciences. Maman l'a serré dans ses bras, lui a caressé les cheveux et a chuchoté « On te trouvera toute l'aide dont tu as besoin, mon chéri. On croit en ton potentiel. » J'étais assise à la table de la salle à manger à proximité, faisant mes devoirs seul, la tête baissée. Ma note de maths avait aussi baissé. Cette année-là, personne n'a demandé pourquoi. Le message était clair même alors. David était l'avenir. J'étais le plan de secours. Mais ce dont je me souviens le plus vivement de ces années, ce n'est pas le ressentiment. C'est la responsabilité. Une sorte de responsabilité silencieuse qui s'est infiltrée dans mes os avant que je comprenne à quel point elle était lourde. J'étais l'enfant qui se souvenait des rendez-vous, qui rappelait à papa de payer la facture d'eau, qui préparait le sac à dos familial pour les excursions d'une journée, qui vérifiait que la porte arrière était verrouillée la nuit. Si quelque chose passait entre les mailles du filet, la maison semblait déséquilibrée. Si David oubliait quelque chose, c'était excusé. Si j'oubliais quelque chose, c'était une leçon pour être plus prudente la prochaine fois. Il y a eu un après-midi au lycée qui résume parfaitement notre enfance. Maman était assise à la table de la salle à manger, triant le courrier, la lumière de fin d'après-midi se projetant sur le bois. David est entré, excité, agitant un prospectus pour un camp de leadership compétitif en Californie. « Maman, je veux y aller. » Tous les gens calls postulent. Elle a parcouru le prospectus et, sans hésiter, a dit « On va s'arranger. Ça pourrait être énorme pour ton avenir. » Puis, presque comme une pensée après coup, elle s'est tournée vers moi et a demandé « Ava, peux-tu m'aider à calculer les coûts et les dates limites de paiement ? Tu es l'organisé. » David a eu le camp. J'ai eu les feuilles de calcul. Mais le moment qui m'est resté le plus longtemps est arrivé un samedi pluvieux quand j'avais peut-être 15 ans. J'ai surpris mes parents en train de parler dans la cuisine pendant que je nettoyais le salon. Maman avait l'air fatiguée mais déterminée. « David a besoin de tous les avantages », a-t-elle dit doucement. « Il pourrait vraiment devenir quelqu'un. On doit investir en lui. » Papa a répondu par un grognement. Et Ava. Une autre pause. Le genre de pause qui vous apprend quelque chose sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Ava est forte, a conclu maman. Elle s'en sortira. Elle s'en sort toujours. Je me souviens avoir essuyé le comptoir machinalement, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Faisant semblant de ne pas sentir quelque chose dans ma poitrine se déplacer vers un endroit d'où je ne pourrais jamais tout à fait le ramener. C'est ce jour-là que j'ai compris la vérité. Il ne m'ignorait pas par méchanceté. Il croyait vraiment que je n'avais pas besoin d'eux. Il pensait que j'étais faite pour endurer. C'est peut-être pour ça que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Calme, posée, celle qui stabilise le terrain quand tout le reste tremble. Mais la force construite par nécessité n'est pas la même chose que d'être prise en charge. Et l'indépendance forcée trop tôt devient une cage déguisée en compétence. Assise dans ma voiture des décennies plus tard, regardant la chute de neige brouiller le monde extérieur, j'ai réalisé que l'appel téléphonique que je venais de recevoir n'était pas une blessure isolée. C'était simplement l'écho final d'une enfance où ma valeur était mesurée par la quantité de choses que je pouvais tenir ensemble. Et pour la première fois en 30 ans, j'ai senti quelque chose changer, non pas au sein de ma famille, mais en moi. Au moment où j'ai quitté Salem pour l'université, les rôles dans notre famille étaient déjà gravés dans la pierre. David était celui qui était lancé vers la grandeur, et j'étais celle qui empêchait les engrenages de se bloquer. Rien de dramatique, rien de dit explicitement, juste une mission silencieuse qui m'avait été confiée à travers des années de schémas, d'attente et du genre d'éloge qui ressemble plus à un devoir qu'à de l'amour. Personne n'a été surpris quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'Oregon State. J'ai travaillé pour cela, des nuits tardives à étudier à la table de la salle à manger, à donner des cours particuliers à des camarades de classe pour de l'argent supplémentaire, à empiler chaque réussite que je pouvais comme des briques sous mes pieds. Mes parents m'ont félicité, bien sûr, mais sur un ton qui suggérait que cela avait tout son sens. Ava est intelligente, disait-il. Ava trouve des solutions. Comme si l'effort et l'épuisement étaient ma langue maternelle. Le parcours de David était différent. Quand il a été accepté dans une université privée en Californie, la célébration a duré des semaines. Il y a eu des dîners, des appels téléphoniques à des parents, même une petite fête dans le jardin. Il le mérite, répétait maman.
On veut qu'il ait le meilleur. Et il a eu le meilleur, une aide pour les frais de scolarité, une allocation mensuelle, de l'argent pour les clubs, les conférences, le matériel, et finalement un appartement hors campus pour lequel ils l'ont aidé à payer. Non pas parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'ils croyaient qu'investir en David était une nécessité. Investir en moi était facultatif. Pendant ce temps, je jonglais avec 2 emplois à temps partiel. Un à la bibliothèque du campus, l'autre dans un petit café où je préparais d'innombrables tasses de café à l'odeur brûlée à 5 heures du matin. J'ai appris à étirer $1 au point qu'il était sur le point de se casser. Des ramen, des manuels d'occasion, des vêtements de friperie, de longues marches au lieu du ticket de bus. Je ne le ressentais pas. Pas à l'époque. Je supposais simplement que c'était normal. Que l'indépendance était quelque chose que je me devais à moi-même parce que personne d'autre ne me l'offrirait. Mais l'université a aussi été le début d'un autre chapitre où les urgences financières de ma famille sont devenues les miennes. Le schéma a commencé lentement. Un appel de maman un soir pendant les examens de mi-session. Ma chérie, pourrais-tu couvrir la facture d'électricité? Je te rembourserai la semaine prochaine. On est juste un peu juste en ce moment. J'ai dit oui sans réfléchir. J'avais 18 ans, je pouvais à peine me nourrir, mais elle avait l'air stressée, et l'aider me semblait la seule réponse logique. La semaine suivante est passée. Pas de remboursement, mais une autre demande est arrivée à la place. Puis est venue l'amende de papa qu'il avait oublié de payer. Les frais de découvert sur leur compte courant. La facture Wi-Fi dont il n'avait pas réalisé qu'elle avait 62 jours de retard. Je suis devenu la personne qu'ils appelaient pour chaque manquement, chaque erreur, chaque échéance. Ils ont manqué juste jusqu'à ce qu'on rattrape le retard, ont-ils dit, mais ils n'ont jamais rattrapé le retard. Ils n'ont jamais essayé non plus. Pas quand ils m'avaient. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, il n'était pas rare que je me réveille avec 3 appels manqués et un SMS du genre « Ava, peux-tu nous aider à couvrir ça jusqu'à ce qu'on soit payé ?» David est déjà sous tellement de pression. D'une manière ou d'une autre, tout tournait toujours autour du fait de ne pas stresser David, son avenir, sa concentration, sa santé mentale. Et la mienne était apparemment assez solide pour tout absorber sans se fissurer. Quand j'ai eu mon premier vrai travail, un poste d'analyste des risques junior à Portland, mon salaire n'était pas énorme, mais il était stable. Je pensais que cette stabilité signifiait la liberté. Au lieu de cela, ma famille l'a traité comme un compte bancaire partagé. Pas explicitement, jamais avec une intention malveillante, mais avec une certitude silencieuse que j'aiderais parce que je l'avais toujours fait. Je me souviens encore de mon premier mois à Portland. J'étais excité, nerveuse et fauché après le déménagement. C'est alors que maman a appelé pour dire qu'ils avaient accidentellement manqué 3 paiements d'hypothèque. On va perdre la maison si on ne rattrape pas le retard, a-t-elle chuchoté comme si les voisins pouvaient l'entendre. Peux-tu nous dépanner ce mois-ci? On te remboursera. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Et je n'ai pas demandé. Demander me semblait inutile, comme essayer de rendre un verre d'eau après l'avoir versé dans l'océan. Bientôt, gérer leur crise est devenu une partie de ma routine hebdomadaire. Si mon téléphone vibrait, je supposais que quelque chose était en retard, des assurances auto-échues, des minimums de cartes de crédit, une facture médicale que David avait oublié de poster, des frais de retard qui se multipliaient comme des mauvaises herbes. Une fois, ils ont appelé parce que David avait besoin d'un acompte pour un nouvel appartement. Quelque chose à voir avec le réseautage avec les bonnes personnes. Et bien que je ne pouvais pas me le permettre, je l'ai payé, car n'était-ce pas mon travail? Ne l'avait-il pas toujours été? C'est drôle comme on peut devenir l'épine dorsale de quelque chose sans que personne ne reconnaisse qu'on le soutient. Je n'avais plus de remerciements. Pas de vrai. Juste des commentaires comme « Tu es si fiable ». Ava a dit cela avec le même ton que quelqu'un pourrait utiliser pour louer un lave-vaisselle qui ne tombe pas en panne. Le pire, c'est à quel point j'avais profondément intériorisé cela. Être la responsable est devenu mon identité. S'il y avait un incendie, je l'éteignais. S'il y avait une facture, je la couvrais. Si quelque chose dérapait, je le rattrapais avant que quiconque ne le remarque. Au travail, j'analysais les risques financiers pour les entreprises, mais à la maison, j'analysais les risques que ma famille s'effondre. Et chaque fois que je stabilisais quelque chose pour eux, chaque fois que je payais, apaisais, résolvais, réparais, je renforçais la conviction que je n'avais pas besoin d'aide, que je n'étais pas autorisé à en avoir besoin, que j'étais par défaut le filet de sécurité financier pour des personnes plus âgées,
plus riches et plus capables de gérer leur propre vie. J'ai commencé à comprendre la vérité vers la mi-vingtaine. Je n'étais pas seulement une fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais devenue la trésorière officieuse du ménage, la gestionnaire de crise et le fonds d'urgence tout en un. Et ma famille m'avait tranquillement, presque avec amour, assigné ce rôle sans jamais l'appeler par son vrai nom, leur banque. Et le pire, c'est que j'ai continué à remplir ce rôle parce que je ne savais pas comment ne pas le faire. Parce que quelque part au fond de moi, la petite fille qui avait appris à étirer l'argent des courses croyait encore que tenir tout ensemble était la seule façon d'être appréciée. Assise seule dans la voiture des années plus tard, la neige tombant doucement dehors, j'ai réalisé quelque chose qui faisait plus mal que l'appel de Noël lui-même. Ce schéma avait commencé il y a si longtemps que ma famille ne le reconnaissait même plus comme un schéma. Pour eux, j'avais toujours été la personne qui pouvait tout gérer. Alors, bien sûr, je pouvais gérer ça aussi. Sauf que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de le vouloir. Un an avant l'appel de Noël, l'appel qui a finalement tracé une ligne dans mon cœur, j'ai fait face à la plus grande crise financière dans laquelle ma famille m'ait jamais entraîné. Cela a commencé par un message vocal de maman. Sa voix était haletante, tremblante d'une manière que je n'avais entendue que 2 fois dans ma vie. Une fois quand elle a eu un accident de voiture il y a des années et une fois quand David a échoué à un cours à l'université qui lui a presque coûté sa bourse. « Ava, rappelle-moi » a-t-elle dit. « C'est urgent. » C'est la maison. J'ai appelé immédiatement et maman a répondu à la première sonnerie. Elle n'a pas perdu une seconde. « On a reçu un avis aujourd'hui » a-t-elle haleté. Un avis de saisie. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas paniqué. Non pas parce que ce n'était pas grave, mais parce que la panique n'avait jamais été un luxe à ma portée. Envoie-moi tout, lui ai-je dit calmement. Chaque document, chaque facture, chaque lettre. Je regarderai ça ce soir. Elle a pleuré de soulagement. Je savais que tu saurais quoi faire, a-t-elle chuchoté. Quand les PDF sont arrivés, je les ai ouverts sur mon ordinateur portable dans mon petit appartement de Portland, assise sur le bord de mon lit avec un carnet et un stylo. En parcourant les pages, le poids de ce à quoi mes parents faisaient face s'est abattu sur moi comme du ciment humide. 3 mois d'hypothèque impayée, des frais de retard accumulés, une hausse du taux d'intérêt d'un refinancement précédent qu'ils avaient accepté sans lire les petits caractères, des dettes de carte de crédit si élevées que j'ai dû compter les zéros 2 fois, des impôts fonciers en retard de près d'1 an. Et puis, enfoui parmi les papiers, un poste montrant de l'argent que mes parents avaient prêté à David pour des investissements commerciaux qu'ils n'avaient jamais remboursés. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était même pas une série d'erreurs. C'étaient des années de mauvaise gestion, de déni et de vœux pieux empilés en une montagne qui s'effondrait maintenant. Et la date de saisie était fixée à quelques semaines. S'ils ne payaient pas une partie importante immédiatement, la maison, l'endroit où j'ai grandi, le seul endroit où ma mère avait vécu depuis son mariage avec mon père, serait saisi. Cette nuit-là, je suis allé à Salem. Il faisait nuit quand je suis arrivé, mais toute la maison était réveillée. Maman faisait les 100 pas, papa transpirait. David parlait vite d'un gros retour sur investissement qui était si proche. La même rengaine que j'avais entendue 100 fois. Si la pression était une monnaie, David serait milliardaire depuis longtemps. En entrant dans la cuisine, tous les yeux se sont tournés vers moi. Non pas parce que j'étais la favorite. Non pas parce qu'il faisait confiance à ma sagesse, mais parce qu'il faisait confiance à ma capacité à régler les choses. C'est grave, ai-je dit en posant les papiers sur la table. Pire que ce à quoi je m'attendais. Maman a laissé échapper un petit sanglot. Papa s'est frotté le front. David s'est adossé, les bras croisés, comme s'il attendait que je présente une solution comme un employé livrant un rapport. De combien avons-nous besoin, a finalement demandé papa. Pour arrêter la saisie, ai-je répondu. Au moins 120 000 $ maintenant et plus pour stabiliser tout à long terme. Le silence qui a suivi était épais et suffocant. Papa a marmonné quelque chose à propos de refinancer à nouveau, mais j'ai secoué la tête. Vous ne serez pas admissible. Pas avec votre crédit et pas avec ce niveau de délinquance. David est intervenu, désireux de paraître utile. Comme je l'ai dit, mon investissement arrive bientôt. Je peux mettre de l'argent une fois que ça tombe. Je l'ai regardé, épuisé. David, ton investissement arrive depuis 3 ans. Il a froncé les sourcils. Tu ne comprends rien aux affaires. J'ai eu envie de rire, mais je ne l'ai pas fait. Plus tard cette nuit-là,
Alors que le reste de la maison oscillait entre le désespoir et le déni, je suis entré dans ma vieille chambre d'enfant et je me suis assise sur le bord du lit. J'ai fixé le mur en pensant. J'avais des économies, soigneusement constituées au fil des années de budget, de sacrifices, de vacances reportées, de luxe sauté. De l'argent qui n'était pas pour les urgences. De l'argent qui était censé être mon avenir, un acompte pour une maison, un sentiment de stabilité que je n'avais jamais eu en grandissant. C'était le nid que je m'étais construit parce que personne d'autre ne l'aurait jamais fait. Mais maintenant, cet avenir s'opposait au présent de la manière la plus laide possible. Je pouvais m'en aller. Je pouvais dire, je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Ce n'est pas ma responsabilité. Et j'aurais raison. Complètement, moralement, éthiquement raison. Mais la vérité était simple et brutale. Si je n'intervenais pas, il perdrait la maison. Et autant je détestais être le filet de sécurité de la famille, autant je ne pouvais pas me résoudre à laisser ma mère perdre la maison dans laquelle elle avait mis toute sa vie. Cette maison était l'endroit où elle plantait son jardin chaque printemps. Où elle décorait le salon de guirlandes chaque Noël. Où elle veillait tard pour coudre des costumes pour mes pièces de théâtre au collège. Une vie vécue entre ces murs. Alors j'ai fait le choix. Je leur ai dit le lendemain matin. Je vais couvrir ça, ai-je dit. Tout. Maman a éclaté en larmes de soulagement. Papa a enfin expiré. David a hoché la tête comme si j'avais confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Pas de la gratitude, de l'attente. Et puis le moment qui aurait dû faire le plus mal. Ils n'ont pas demandé ce que cela me coûterait, combien de mes économies cela drainerait, quel rêve je sacrifiais pour sauver les leurs. Ils ont simplement accepté. Au cours des jours suivants, j'ai tout payé. Les arriérés d'hypothèque, les impôts fonciers, les intérêts, les cartes de crédit, chaque plaie financière qu'ils avaient ignorée jusqu'à ce qu'elle devienne fatale. Au total, cela s'est élevé à près de 450 000 $. De l'argent qu'il m'avait fallu une décennie pour gagner et économiser. J'ai refinancé la maison à mon nom temporairement pour qu'ils ne la perdent pas. J'ai rencontré des banquiers, négocié des pénalités et structuré des remboursements. Quand j'ai eu fini, la maison était en sécurité. Mes parents m'ont remercié une fois, brièvement, doucement, comme quelqu'un remercie le facteur pour avoir déposé un colis. Puis, en quelques semaines, la crise s'est estompée à l'arrière-plan, et mon rôle dans leur sauvetage a été réécrit comme quelque chose de presque inévitable. Ava s'en est occupé, disait-il en haussant les épaules avec le confort de personnes dont le fardeau avait été levé avant même qu'elles n'en ressentent tout le poids. David n'a jamais mentionné de les rembourser. Pas une seule fois. La vie a repris comme si je ne les avais pas sauvés de l'effondrement. Et cela, plus que l'épuisement, plus que l'argent, est ce qui m'est resté. Parce que quand vous sauvez des gens qui refusent de changer, la récompense est souvent le silence. Pas la gratitude, pas le respect. Juste le silence superposé à l'attente que vous le refassiez. Et 1 an plus tard, quand ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue à Noël, ce silence est finalement devenu impossible à ignorer. Quand je suis rentré à la maison après l'appel téléphonique, l'appel où mes parents m'ont calmement informé que mon frère ne voulait pas de moi à Noël, et ils étaient d'accord, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré contre la porte comme quelqu'un dans un film dont le monde venait de s'écrouler. Au lieu de cela, je suis entré dans mon appartement, j'ai accroché mon manteau au crochet près de la porte et je suis resté dans le silence. Ce n'était pas le silence de la paix. C'était le silence de l'impact. Le moment juste après que quelque chose de pointu vous pénètre, mais avant que la douleur ne s'épanouisse, comme être poignardé d'une manière qui ne fait pas couler de sang, seulement le souffle. Je me suis affalé sur le canapé sans allumer les lumières. La seule illumination venait de la faible lueur de la ville à l'extérieur de ma fenêtre, un lampadaire vacillant contre la neige qui tombait, des phares glissant sur le trottoir mouillé, le clignotement rouge d'une tour radio lointaine. J'ai fixé cette pénombre et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Ce n'était pas du choc. Rien de ce que ma famille faisait ne pouvait plus me choquer. Ce n'était même pas de la trahison. La trahison nécessite l'attente de loyauté. Ce que je ressentais était quelque chose de plus petit et de plus lourd, une prise de conscience silencieuse et pesante que j'avais passé toute ma vie à me tenir à un endroit où je n'étais jamais censé être. Être exclu n'était pas nouveau. Ne pas être apprécié n'était pas nouveau. Être la dernière roue du carrosse n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'est que pour la première fois, je voyais clairement le schéma. Je voyais à quel point les racines étaient profondes.
Je voyais depuis combien de temps je m'étais permise de jouer le rôle de la forte, de la mature, de la fiable. Comme si ces étiquettes signifiaient que je n'avais pas besoin d'amour, d'inclusion ou de douceur. Comme si être capable signifiait être invulnérable. Je m'étais dit pendant des années qu'un jour mes parents me verraient. Un jour, ils réaliseraient que j'étais plus que la personne qui résolvait leurs crises. Un jour, ils me traiteraient comme une fille, pas comme une ressource. Mais cette nuit-là, en entendant la fermeté dans la voix de ma mère alors qu'elle disait « David se sent mal à l'aise ». En entendant mon père la soutenir sans hésitation, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'allait pas me voir. Jamais, parce qu'il ne pensait pas en avoir besoin. Et peut-être pour la première fois, je me suis demandé si j'avais besoin d'eux. J'ai laissé ma tête retomber contre le canapé et j'ai fermé les yeux. L'appartement semblait trop silencieux. Le genre de calme qui vous force à entendre vos propres pensées, que vous le vouliez ou non. J'ai pensé à tous les Noëls avant celui-ci. Les années où j'emballais les cadeaux de tout le monde, je vérifiais 2 fois la liste de courses, je nettoyais la cuisine pendant que tout le monde allait faire la sieste. Les années où les préférences de David dictaient tout le programme, quels films on regardait, quelle nourriture on mangeait, quelles traditions on suivait. Les années où mes parents me louaient pour ma facilité à vivre, ce qui n'était qu'une façon plus gentille de dire « tu ne nous demandes rien ». C'est peut-être pour ça que ça faisait si mal maintenant. Non pas parce qu'ils m'excluaient, mais parce qu'ils le faisaient si facilement. Comme si la pensée de ce que je ressentirais ne leur avait même jamais traversé l'esprit. J'ai porté mes mains à mon visage et j'ai laissé échapper une longue expiration. Pas un sanglot, même pas un tremblement, juste la libération d'un air qui avait été retenu trop longtemps. Et puis, dans le silence qui a suivi, quelque chose de petit et de surprenant a remué en moi. Pas la dévastation, mais la clarté. Une prise de conscience si vive qu'elle a traversé l'engourdissement. Je n'avais jamais créé de Noël pour moi-même. Pas une seule fois, en 31 ans. Je m'étais présenté pour tout le monde, j'avais comblé les lacunes, couvert les coûts, émotionnels et financiers, préparé les repas, mis la table, souri à travers la tension, joué le rôle, et d'une manière ou d'une autre, pendant toutes ces années, il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais créer une fête qui reflétait ce dont j'avais besoin, pas ce que tout le monde exigeait. L'idée me semblait étrangère et douce, comme toucher une partie de moi-même que je ne savais pas exister. Un Noël pour moi, un espace où rien n'était attendu de moi, sauf d'être présente. Une table où je n'avais pas à prouver ma valeur pour mériter une place. Mes pensées se sont tournées vers les gens autour de moi, des gens que j'appréciais, des gens qui, comme moi, n'avaient pas d'endroit où aller pour cette fête. Il y avait Monsieur Ellis, mon voisin âgé, au bout du couloir. Il avait 82 ans, était veuf, avec des mains tremblantes et une voix douce qui se brisait en milieu de phrase. Il passait la plupart des fêtes seul parce que son fils vivait à l'autre bout du pays et lui rendait rarement visite. Je l'avais croisé la semaine dernière dans le couloir. Il m'avait dit qu'il prévoyait de réchauffer de la soupe le jour de Noël et de regarder de vieux westerns. Puis il y avait Maya, une mère célibataire de mon département. Elle avait une fille de 4 ans et un compte en banque qui ne survivait jamais au-delà du 15 du mois. Elle a un jour admis, dans un moment d'épuisement, qu'elle ne pouvait pas se permettre le vol pour rentrer au Texas cette année. On fera notre propre petit Noël, avait-elle dit avec un sourire forcé. Peut-être qu'on fera des biscuits si le four ne nous lâche pas, et puis il y avait les jeunes du programme de mentorat pour lequel j'étais bénévole. Des adolescents brillants et maladroits qui sortaient du système de placement familial ou qui avaient grandi dans des foyers instables. Les fêtes étaient compliquées pour eux, douloureuses même. J'avais entendu l'un d'eux plaisanter en disant que Noël pour lui signifiait faire semblant de dormir pour que la journée passe plus vite. En pensant à eux, quelque chose s'est adouci dans ma poitrine. C'étaient des gens qui comprenaient ce que c'était que d'être laissés de côté. Des gens qui connaissaient la solitude non pas comme un moment mais comme une saison. Des gens qui n'attendaient rien de moi, sauf de la sincérité. Et pour une fois, l'idée de ne pas être avec ma famille ne ressemblait pas à une punition. C'était la liberté. Lentement, délibérément, je me suis redressé. J'ai allumé la lampe à côté de moi, baignant la pièce d'une chaude lumière jaune. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé 3 mots dans la barre de recherche. Idée de dîner de Noël, pas des plats sophistiqués, pas des plats élaborés, juste des repas chauds, des repas réconfortants, des plats qui avaient le goût de la bienvenue. Ensuite, j'ai ouvert le chat de groupe avec mes jeunes mentorés. Et j'ai tapé, si quelqu'un a besoin d'un endroit la veille de Noël, ma maison est ouverte. Aucune question posée. Puis j'ai envoyé un message à Maya.
Si toi et Emma n'avez pas de projet le soir de Noël, passez chez moi. Je cuisinerai. Et enfin, je suis allé au bout du couloir et j'ai glissé une petite note sous la porte de Monsieur Ellis. J'organise un petit dîner à Noël. Vous êtes chaleureusement invité si vous souhaitez de la compagnie. Quand je suis retourné à mon appartement, l'air semblait différent, plus léger, plus lumineux, comme si le fait de me choisir, même d'une petite manière, avait entrouvert une fenêtre que je n'avais jamais remarquée était scellée. J'ai regardé mon salon, l'imaginant rempli de nourriture chaude, de lumière douce, de chaises dépareillées tirées de la cuisine, et de gens qui n'étaient peut-être pas de ma famille, mais qui montraient plus de gentillesse dans leurs interactions quotidiennes que ma famille ne l'avait fait depuis des années. Ce Noël ne serait pas extravagant. Pas de décoration coûteuse, pas d'étalage parfait, pas de tradition soigneusement organisée. Il y aurait juste une table avec de la nourriture chaude, des lumières jaunes et une place pour quiconque franchirait ma porte. Un Noël bâti sur la sincérité, pas sur l'obligation. Un Noël qui m'appartenait. Et alors que j'étais assise là, laissant l'idée s'installer, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. C'était peut-être le premier vrai Noël de ma vie. Non pas parce qu'il serait parfait, mais parce qu'il serait le mien, façonné par mes choix, mes valeurs et les personnes que j'accueillais, pas les personnes qui me mettaient de côté. Pour la première fois en 31 ans, je ne me préparais pas à me présenter pour la fête de quelqu'un d'autre. Je me préparais à créer la mienne. La veille de Noël est arrivée tranquillement, comme un souffle doux contre les bords de l'hiver. Dehors, Portland était enveloppé d'un fin manteau de neige blanc, et les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres givrées de mon appartement. À l'intérieur, je me déplaçais lentement dans ma cuisine, remuant des casseroles, vérifiant des minuteries, goûtant des soupes, ajustant les lumières exactement comme je le voulais, chaudes, tamisées, réconfortantes, comme la lumière d'une bougie sans les flammes. Ce n'était pas extravagant. Ce n'était pas digne d'un magazine. C'était juste chaleureux. Et pour la première fois, cela me semblait suffisant. J'ai sorti des assiettes dépareillées que j'avais collectionnées au fil des ans. Certaines chinées, d'autres offertes, d'autres achetées en solde, et je les ai placées autour de la petite table à manger que j'avais poussée au centre du salon. J'ai drapé une nappe beige douce dessus, j'ai posé une guirlande lumineuse au milieu et j'ai mis un bol de pommes de pin d'un parc voisin en guise de centre de table improvisé. Mon appartement sentait la cannelle, les légumes rôtis et le genre de repas mijoté qui ressemble à une étreinte. Quand le premier coup a retenti, cela m'a surprise. Un instant, mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'anticipation mêlée à une touche de vulnérabilité. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai ouvert la porte pour trouver Monsieur Ellis, mon voisin âgé, debout là avec un sourire timide, presque embarrassé. Il tenait une petite boîte en fer blanc légèrement cabossée. J'ai apporté quelque chose, a-t-il dit en soulevant un peu la boîte. C'est une vieille recette de gâteau aux fruits. Je ne suis pas sûr de sa qualité. Je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai souri, m'écartant pour le laisser entrer. Merci de l'avoir apporté. Ça sent déjà merveilleusement bon. Ses épaules se sont un peu détendues alors qu'il entrait, ses yeux balayant les lumières, la table, le petit sapin dans le coin. Vous avez rendu l'endroit confortable, a-t-il murmuré. Ma femme aurait aimé ça. J'ai senti une douce chaleur dans ma poitrine. Quelques minutes plus tard, un autre coup. Cette fois, c'était Maya tenant la petite main de sa fille Emma. Emma m'a regardé avec de grands yeux bruns, serrant un renne en peluche. On a apporté des biscuits, a-t-elle annoncé fièrement, soulevant un tupperware couvert d'autocollants. Acheté en magasin, a chuchoté Maya en s'excusant, les joues rouges. Je n'ai pas eu le temps de. Ils sont parfaits, ai-je dit, et je le pensais. Puis, lentement, un par un, les adolescents de mon programme de mentorat sont arrivés. Ils étaient 5, maladroits, incertains, se dandinant d'un pied sur l'autre comme s'ils avaient peur de déranger. L'aîné, Jalen, a brandi un sac de chips. On ne savait pas quoi apporter, a-t-il dit. Alors, on a apporté ça. C'est super, lui ai-je dit. Entrez, tous. Au début, tout le monde était silencieux. Des sourires polis, des salutations douces, des chaussures qui traînaient sur le tapis. Je les ai guidés vers la table, j'ai versé du cidre chaud dans des tasses dépareillées et je les ai encouragés à s'asseoir où ils le souhaitaient. Le silence ressemblait un peu à la première chute de neige. Doux, hésitant, attendant que quelque chose se pose. Mais ensuite,
Emma a ri de quelque chose que Monsieur Ellis a dit à propos des rennes qui volent trop bas cette année. Gélène a fait une blague sur les guirlandes lumineuses qui ressemblaient à une tentative Pinterest qui avait bien tourné. Maya a ri. Vraiment ri. Le genre de rire qui secoue les épaules. Et soudain, comme si quelqu'un avait ouvert le couvercle d'une boîte de chaleur, la pièce s'est remplie de sons. Des rires doux au début, puis plus forts. Des conversations qui se chevauchaient, le bourdonnement de la vie s'installant dans les coins de ma maison. Monsieur Ellis a placé son gâteau aux fruits au centre de la table, s'excusant à nouveau de son côté démodé. Mais quand je l'ai coupé, l'odeur sucrée de la cannelle et des noix s'est répandue dans la pièce, et tout le monde s'est penché. Ça a le goût de Noël, a dit un des adolescents la bouche pleine. Ellis a baissé les yeux humides, faisant semblant d'ajuster ses lunettes. Emma a traîné sa chaise à côté de la mienne et a demandé si elle pouvait aider à servir la purée de pommes de terre. Maya n'arrêtait pas de me remercier, me chuchotant « Tu as sauvé nos vacances, Ava. » Vraiment. Jalen et les autres se sont disputés pour savoir quel film comptait comme de vrais films de Noël, débattant entre « Maman, j'ai raté l'avion » et « Die Hard » jusqu'à ce que Monsieur Ellis intervienne pour dire que le seul vrai film de Noël était « La vie est belle », ce qui les a tous fait gémir de façon dramatique. À un moment donné, la plus jeune adolescente, Lily, calmée à la voix douce, a regardé autour de la table et a dit d'une voix si faible que la pièce a dû se taire pour l'entendre « C'est mon premier dîner de Noël ». Elle ne l'a pas dit pour attirer la pitié. Elle l'a dit avec admiration, comme si elle découvrait quelque chose qu'elle pensait n'exister que dans les films. Et tout le monde lui a gentiment souri, non pas avec tristesse, mais avec la chaleur de personnes qui comprenaient ce que cela signifiait d'avoir manqué de quelque chose que la plupart des gens tiennent pour acquis. C'est le premier Noël qui ressemble à Noël, a-t-elle ajouté. Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé mon salon, les lumières, la nourriture, l'espace partagé, et quelque chose en moi s'est apaisé. Quelque chose qui avait été agité et douloureux pendant des années. Ma famille m'avait exclu de leurs vacances, mais sans le vouloir, ils m'avaient poussé vers de meilleurs, de vrais, bâtis sur la gentillesse au lieu de l'obligation, la chaleur au lieu du devoir. Après le dîner, nous avons fait du chocolat chaud avec trop de guimauve. Emma a insisté pour ajouter de la crème fouettée à la tasse de tout le monde, y compris celle de Monsieur Ellis, qui l'a accepté, même s'il prétendait ne pas avoir mangé de sucre après 19 heures depuis 20 ans. Quelqu'un a suggéré de mettre de la musique, alors Lily a connecté son téléphone à mon enceinte et a joué une playlist de chansons de Noël acoustique douces. Le son a rempli l'appartement, se mêlant au rire, au tintement des tasses, au léger sifflement du vent dehors. Nous avons pris une photo de groupe, non planifiée, non posée, juste tout le monde rassemblé naturellement autour de la table avec des sourires qui atteignaient leurs yeux. Quand j'ai regardé la photo plus tard, j'ai réalisé que c'était la première photo de Noël où je ne me sentais pas comme un personnage secondaire. Alors que la soirée touchait à sa fin, un par un, ils ont rassemblé leurs manteaux, m'ont serré dans leurs bras pour me souhaiter une bonne nuit et m'ont remercié avec des voix qui semblaient honnêtes, pas obligatoires. Monsieur Ellis m'a serré la main et a chuchoté « Votre table m'a semblé être chez moi ce soir ». Maya m'a embrassé sur la joue et a dit qu'elle aurait aimé me rencontrer des années plus tôt. Les adolescents ont promis de venir m'aider à enlever les décorations la semaine prochaine, planifiant déjà des collations et des playlists pour l'occasion. Quand la porte s'est finalement refermée et que l'appartement est revenu au calme, je ne me sentais pas vide. Je me sentais pleine d'une manière que je n'avais jamais connue. J'ai fait le tour de la pièce lentement, touchant le dossier d'une chaise ici, débranchant une guirlande lumineuse là, m'imprégnant des restes de chaleur laissés derrière comme des empreintes de pas. Je me suis assise sur le canapé, j'ai tiré une couverture sur mes jambes et je me suis laissé sourire. Un vrai sourire, doux et profond, un sourire qui venait de l'intérieur au lieu d'être forcé sur mon visage pour maintenir la paix. Mes parents m'avaient exclu de Noël, mais j'avais créé quelque chose de mieux, quelque chose qui ne m'obligeait pas à me réduire, à me sacrifier ou à disparaître. Un espace où chaque personne à la table comptait, y compris moi. Pour la première fois de ma vie, Noël avait été le mien, et il était chaleureux. Le lendemain de Noël est arrivé, plus froid que la nuit précédente. Une fine couche de givre s'accrochait aux fenêtres, transformant la ville en une aquarelle pâle, et mon appartement sentait encore légèrement la cannelle et les légumes rôtis de la veille. Je me suis réveillé avec une étrange légèreté dans la poitrine, le genre qui vient quand on a fait quelque chose de bien, de juste, de choisi. Je me suis enveloppé dans une couverture, tenant une tasse de thé chaud, en me remémorant les rires, la chaleur, le tintement des tasses, la façon dont tout le monde était parti un peu plus heureux qu'à son arrivée. Pour la première fois de ma vie,
le lendemain de Noël ne ressemblait pas à une descente vers la réalité. C'était comme une douce continuation de quelque chose de bien. Et puis on a frappé, vivement, à plusieurs reprises. Pas le coup de quelqu'un d'incertain ou de poli, le genre qui exigeait, et non demandait, l'entrée. Avant même que je puisse poser ma tasse, les coups se sont transformés en martèlement. Je suis allé à la porte, le cœur serré, non pas de peur, mais de cette vieille lourdeur familière que je pensais avoir laissée derrière moi. Je l'ai ouverte pour trouver mes parents et David debout dans le couloir. Sans avertissement, sans appel, sans SMS, juste 3 visages marqués d'une colère froide. Maman est entrée en trombe la première, me bousculant sans attendre d'invitation. Papa a suivi, la mâchoire serrée, les épaules raides. David est entré en dernier, les bras croisés, les yeux flamboyants d'indignation, comme si c'était lui le trahi. Mon appartement m'a soudain semblé trop petit, trop chaud, trop intime pour la tempête qu'il apportait avec eux. Maman s'est retournée vers moi. « Comment as-tu pu » a-t-elle lancé. Sa voix était plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. « Comment oses-tu dire à tout le monde qu'on t'a banni de Noël ?» J'ai cligné des yeux. Je n'ai rien dit à personne. Papa s'est avancé, le visage rouge. Ta tante nous a appelés ce matin. Tes cousins aussi. Ils ont dit que tu avais dit aux gens qu'on ne t'avait pas laissé venir. Tu nous as embarrassés, Ava. Embarrassés. C'était le mot. Pas blessé, pas inquiet, même pas confus. Embarrassé. David a ricané de façon dramatique, secouant la tête. C'est incroyable. Tu déformes toujours les choses pour nous faire passer pour des méchants. Je l'ai regardé, la chaleur montant dans mes paumes, mais pas dans ma voix. J'ai dit la vérité. Vous m'avez bien dit de ne pas venir. Le visage de David s'est tordu. J'ai dit que ce serait inconfortable pour moi. Tu n'avais pas à en faire tout un plat. Et maman et papa n'ont accepté que parce que tu es toujours si dramatique. Maman est intervenue vivement. Et maintenant, toute la famille pense qu'on est cruel. On a été humiliés au dîner de Noël. Humiliés, Ava, a ajouté papa, les mots sortant comme des branches cassées. Tu n'avais pas le droit de répandre des problèmes familiaux privés à des étrangers. Des étrangers. J'ai failli rire. Bien sûr, des voisins, des collègues, des jeunes que je mentor, tous des étrangers, des gens qui m'ont montré plus de chaleur en une soirée que ma famille ne l'avait fait depuis des années. Mais je n'ai pas dit un mot. Maman a regardé mon appartement, puis la chaise supplémentaire tirée jusqu'à la table, les miettes laissées sur les assiettes, les pommes de pain toujours dans le bol. Alors, tu as eu ton propre petit Noël, a-t-elle ricané. As-tu dit à tout le monde qu'on t'avait abandonné? Qu'on est de terribles parents? Sa voix s'est aiguisée pour devenir cassante. Comment as-tu pu nous faire ça? Leur faire ça? La pensée a résonné en moi. David s'est approché, pointant un doigt vers moi comme si j'étais une employée délinquante. Ce que tu peux faire maintenant, a-t-il déclaré, c'est réparer ça. Son ton était pragmatique, confiant, autoritaire. Mon projet a de nouveaux besoins de financement. Tu connais la situation dans laquelle je suis. Et la maison, après la tempête du mois dernier, le toit fuit. On a besoin que ce soit réparé avant janvier. Il a fait un geste entre lui et nos parents. Alors, voilà ce qu'on pense. Tu paies pour les réparations et tu couvres une autre partie de mon compte d'investissement. Ensuite, on passera tous à autre chose. C'était si étonnant, si absurde, si profondément familier que j'ai ressenti un étrange détachement m'envahir, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre de l'autre côté de la pièce. Ma famille, ma chair et mon sang, s'étaient présentés le lendemain de m'avoir exclu de Noël. Non pas pour s'excuser, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour exiger plus d'argent. David, ai-je dit doucement, tu leur as dit que tu ne voulais pas de moi là-bas. Il a levé les mains en l'air. Parce que tu rends tout inconfortable. Tu arrives avec ton jugement silencieux, agissant comme si tu étais meilleur que nous. C'est égoïste, Ava. Il s'est penché en avant. Mais tu peux encore tout arranger. Fais ce que tu fais toujours. Fais ce que je fais toujours. Tenir tout ensemble. Payer pour les dégâts, financiers et émotionnels. Absorber la faute. Papa a hoché la tête sévèrement, validant les demandes de David. Ton frère essaie de construire quelque chose d'important. On a besoin que tu le soutiennes en ce moment au lieu d'aggraver les choses.
Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est complètement, totalement apaisé, pas brisé. Non, ça ne ressemblait pas à une rupture. C'était comme si tout s'était mis en place. La vérité que j'avais contournée s'est finalement installée là où elle devait être. Ils n'étaient pas là parce qu'ils m'aimaient. Ils n'étaient pas là parce que je leur manquais. Ils n'étaient même pas là parce que la famille était contrariée. Ils étaient là parce qu'ils avaient besoin que leur filet de sécurité financier soit de retour à sa place légitime. Ils étaient là parce que dans leur esprit, j'étais toujours la réparatrice, toujours la responsable, toujours la fille qui ne disait jamais non. Je me suis assise sur le bras de mon canapé, les mains croisées, les épaules détendues, le silence m'enveloppant comme un manteau, et je les ai laissés parler. Les ai laissés se plaindre, accuser. Exiger pendant des minutes qui se sont étendues en ce qui m'a semblé des heures. La voix de maman montait et descendait. La colère de papa couvait comme une flamme basse. David faisait les 100 pas, fulminant, gesticulant, pointant du doigt, et j'écoutais avec un calme complet. Non pas parce que leurs mots ne faisaient pas mal. Mais parce que pour la première fois de ma vie, leurs mots ne me contrôlaient pas. Je ne me suis pas défendu. Il n'a pas justifié. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas absorbé. Il a juste écouté. Et plus il parlait, plus je réalisais à quel point j'avais changé. Quand la pièce est finalement devenue silencieuse et que 3 visages en colère m'ont fixé, attendant mes excuses, mon accord ou mon engagement financier, j'ai simplement inspiré, expiré et attendu, car je savais exactement ce que j'allais dire ensuite. Mais pas encore, pas avant qu'il n'ait fini. Et pour une fois dans ma vie, je les ai laissés à court de mots avant d'utiliser les miens. Pendant un long moment après que leurs accusations se soient finalement tues, l'appartement semblait anormalement calme. Mes parents se tenaient figés au milieu de mon salon, les manteaux à moitié dézippés, la neige fondant sur mon tapis. David faisait les 100 pas près de la table basse comme un animal en cage, attendant que je brise le silence avec la même phrase prévisible que j'avais utilisée toute ma vie. D'accord, je vais aider. Mais il ne l'a pas dit. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai laissé s'installer dans la pièce comme de la poussière, comme la vérité, comme les dernières secondes avant qu'une tempête attendue depuis longtemps n'éclate. Mes mains étaient stables, ma respiration calme, mon rythme cardiaque lent, non pas par engourdissement, mais par certitude. Maman a été la première à parler à nouveau. Son ton était un mélange de frustration et d'arrogance, enveloppé de la fausse douceur qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose de moi. Ava, ma chérie, écoute. Tu as sauvé la maison une fois, tu peux la sauver à nouveau. Ce n'est pas un gros problème pour toi. Papa a hoché la tête instantanément, s'approchant, l'autorité émanant de lui comme de la chaleur. Tu as toujours été la responsable. Ton frère a besoin d'aide en ce moment, et les réparations sont urgentes. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Une phrase familière, un scénario familier, qu'ils avaient répété pendant des décennies. Puis David a ajouté, tu sais, si tu te souciais un peu de cette famille, tu n'hésiterais même pas, et cela, finalement, a suffi. J'ai levé les yeux vers lui, vers eux tous. Les personnes que j'avais passé ma vie entière à me plier en 4 pour soutenir. Les personnes qui voyaient ma générosité comme une monnaie qu'ils étaient en droit de dépenser. Les personnes qui croyaient que ma force signifiait que je ne méritais pas de douceur. Les personnes qui avaient remplacé la gratitude par l'attente il y a longtemps. Et d'une voix aussi silencieuse que la chute de neige et tout aussi irrévocable, j'ai dit le mot que je n'avais jamais osé leur dire auparavant. Non. C'était un petit mot, un mot doux. Mais dans le silence qui a suivi, il a frappé la pièce comme une porte claquée. David a arrêté de faire les 100 pas. Les épaules de papa se sont raidies. Les yeux de maman se sont écarquillés, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si je l'avais giflé. Que as-tu dit, a chuchoté maman. Non, ai-je répété, mon ton a changé. Je ne sauverai plus la maison. Je ne réglerai plus les problèmes financiers de David. Je ne couvrirai plus rien. Pas maintenant. Jamais. L'incrédulité sur leur visage était si brute qu'elle en aurait presque été drôle si elle n'avait pas été si incroyablement triste. Papa s'est avancé. Ava, ne sois pas ridicule. Tu as toujours aidé. C'est ton rôle dans cette famille. Mon rôle, ai-je fait l'écho doucement. La voix de maman s'est élevée, vive de panique. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi agis-tu comme ça? Parce que, ai-je dit en me levant enfin. J'en ai assez de prétendre que ma valeur est liée à ce que je peux vous donner.
J'en ai assez d'être votre plan de secours, votre réparatrice, votre portefeuille, votre éponge émotionnelle. J'en ai assez. Leurs bouches se sont ouvertes à l'unisson. Le choc, la rage, la confusion se mêlant comme des nuages d'orage. Mais je ne leur ai pas donné le temps de parler. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la table console près de l'entrée, j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti une enveloppe blanche que j'avais préparée des mois auparavant. Je ne m'attendais pas à l'utiliser. Pas maintenant. Pas comme ça. Mais quand je l'ai scellée, une partie de moi devait déjà savoir que ce jour viendrait. Je l'ai ramenée dans le salon et je l'ai posée doucement sur la table basse. David a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents. Tout, ai-je dit. Chaque facture que j'ai payée pour vous. Chaque frais de retard que j'ai couvert. Chaque prêt. Chaque urgence. Chaque mois où vous aviez besoin d'aide. Chaque dollar que j'ai dépensé pour sauver la maison. Chaque paiement de carte de crédit, frais de retard, assurance échue, facture médicale et les soi-disant investissements commerciaux de David. J'ai tout documenté. Papa a ricané. Pourquoi ferais-tu ça? Pour qu'aucun de nous ne puisse réécrire l'histoire? Ai-je répondu. Pour que vous ne puissiez pas prétendre que je n'ai jamais aidé. Pour que vous ne puissiez pas prétendre que mon nom était soudain ou déraisonnable. Maman a attrapé l'enveloppe avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant la première page. À mesure qu'elle tournait chaque feuille, son visage se crispait, le choc cédant la place à l'embarras, puis à la colère, puis à quelque chose comme de la honte qu'elle refusait de montrer. Tout en bas de la dernière page, j'avais tapé une seule ligne. C'est tout ce que je vous ai jamais donné. Il n'y en aura plus après aujourd'hui. La voix de maman s'est brisée. Ava, comment oses-tu garder une trace comme ça? C'est cruel. C'est froid. C'est de l'ingratitude. Ingrate. Le mot flottait entre nous comme un glaçon qui goûte. David a secoué la tête furieusement. Je n'arrive pas à croire que tu nous jettes ça à la figure après tout ce qu'on a fait pour toi. Fait pour moi? Ai-je dit calmement. Comme m'exclure de Noël. Comme vous présenter aujourd'hui pour exiger plus d'argent. Comme me traiter de dramatique pour avoir dit la vérité? La mâchoire de papa s'est serrée. Nous sommes ta famille. Tu nous dois le respect. Non, ai-je dit. Et ce n'était pas seulement une réponse, mais une libération. Je me dois le respect, et je me dois une vie qui ne soit pas passée à porter trois adultes qui refusent de se porter eux-mêmes. La voix de David s'est élevée. Tu es incroyable. Après tout ce qu'on t'a donné. Vous ne m'avez rien donné, ai-je corrigé, ma voix comme de l'acier enveloppé de douceur. Vous avez pris de moi, et je vous ai laissé faire. Ça se termine maintenant. Silence à nouveau. Lourd, suffocant. Mais cette fois, je n'étais pas celle qui se noyait dedans. J'ai reculé, rencontrant chacun de leurs regards. Je ne dois à personne dans cette maison un autre dollar, une autre excuse, une autre explication, un autre sacrifice. J'ai passé 30 ans à être la responsable. Je me choisis maintenant. Le visage de maman s'est crispé de colère. Alors, tu nous abandonnes, nous laissant nous débrouiller seuls? J'ai hoché la tête une fois. Oui, de la même manière que vous m'avez laissé dans le froid ce Noël. Papa a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé une main. Calme, ferme, finale. Il est temps que vous partiez. Ils m'ont regardé comme s'ils ne me reconnaissaient pas, comme si la fille qui disait toujours oui avait disparu et avait été remplacée par quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et d'une certaine manière, c'était le cas. David a ricané, se tournant vers la porte. Très bien, mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras à quel point c'est égoïste. Maman a suivi, marmonnant dans sa barbe. Papa est resté un instant de plus, comme s'il espérait que je craque, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement tenu la porte ouverte, attendant. Finalement, il est sorti et j'ai fermé la porte derrière eux. Pas de larmes, pas de culpabilité, pas de remise en question, juste une certitude silencieuse et puissante. Je ne leur devais plus rien. Le réveillon du Nouvel An est arrivé quelques jours seulement après que j'ai fermé la porte à ma famille, au sens propre comme au figuré. Je ne connaissais pas leur plan, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'en fichais. Le poids qui avait autrefois lié mes émotions à leurs attentes avait disparu. Remplacé par une stabilité tranquille que je reconnaissais à peine.
J'ai passé la matinée à enlever mes décorations de Noël avec les adolescents qui étaient revenus m'aider, riant de la façon dont nous avions réussi à brûler la moitié d'un plateau de biscuits, mais en avions sauvé l'autre moitié grâce au travail d'équipe. Mon cœur se sentait plein d'une manière que je ne pouvais expliquer, comme si une pièce en moi s'était enfin ouverte. Mais dans une autre partie de l'Oregon, dans une maison que j'avais autrefois sauvée, la soirée se déroulait très différemment. Mes parents avaient prévu une grande réunion du Nouvel An, non seulement pour célébrer, mais aussi pour réparer leur réputation après le fiasco de Noël. Leur objectif était simple, s'assurer que la famille élargie les voyait comme le foyer respectable et fier qu'ils croyaient être. Ils prévoyaient également de présenter la fiancée de David, une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais dont j'avais entendu parler en passant. Selon David, elle venait d'une bonne famille, ce qui signifiait dans son esprit qu'elle serait quelqu'un à impressionner. Impressionner les gens avait toujours été leur monnaie d'échange. Mais cette fois, ils n'avaient pas la mienne à dépenser. En début de soirée, les parents ont commencé à arriver. Des voitures se sont garées devant la maison. On a secoué les manteaux. Des bouteilles de vin ont été offertes. Des compliments ont été échangés. Et presque immédiatement, les choses ont commencé à se dégrader. La nourriture a été le premier signe. Mes parents avaient sous-estimé leur budget et surestimé leur capacité à accueillir une foule. Les plateaux se sont vidés avant que la moitié des invités ne soient arrivés. Ma mère a essayé de cacher sa panique, chuchotant à mon père de sortir en acheter plus. Mais il a sifflé en retour que les magasins étaient fermés et qu'ils auraient dû mieux se préparer. Une simple dispute, mais le genre qui crée la première fissure. Les décorations ont suivi. La moitié des guirlandes lumineuses vacillaient comme des lucioles mourantes et la grande bannière indiquant « Bonne année 202X » était de travers, scotchée au lieu d'être épinglée parce que les punaises étaient épuisées. Mes parents m'auraient normalement demandé de réparer quelque chose comme ça discrètement en coulisses, sans crédit, mais je n'étais pas là et la bannière est restée de travers. Puis le toit a commencé à fuir. Une lente goutte au début, puis un plic régulier dans un bol décoratif sur la table de la salle à manger. Les invités ont interrompu leur conversation, levant les yeux comme si le plafond lui-même gémissait sous la pression d'années de négligence financière. Ma mère a failli pleurer. Mon père a juré à voix basse. David a aboyé des ordres comme si crier après la maison arrêterait la chute de l'eau. Mais le pire problème est survenu lorsque le chauffage est tombé en panne. Un instant, la maison était chaude, bourdonnant des conversations des parents. L'instant d'après, l'air s'est aminci en un courant d'air froid qui s'est infiltré sous les portes et s'est enroulé autour des chevilles des gens. La chaudière, négligée depuis des années, a crachoté et s'est éteinte avec une toux métallique bruyante. Un cousin de Ben a plaisanté en disant qu'on se sentait comme en camping en plein air. Personne n'a ri. Les invités ont commencé à se frotter les mains, à sortir des écharpes de leurs sacs, demandant maladroitement « Vous êtes sûr que le chauffage va revenir ?» Mes parents ont insisté sur le fait que c'était temporaire, mais leur voix tremblait. Personne ne les a crus. À mesure que l'inconfort grandissait, les questions aussi. Où est Ava? Je ne l'ai pas vue depuis une éternité. C'est toujours elle qui aide avec ces choses. Est-ce qu'elle vient plus tard? Le visage de ma mère se crispait davantage à chaque demande. Mon père grommelait des excuses sur le fait que j'étais occupé, peu coopérative, dramatique. Mais les parents ont remarqué des choses, comme ils le font toujours. Une tante s'est penchée et a chuchoté, « Il s'est passé quelque chose à Noël ?» Un cousin a demandé, « Pourquoi n'a-t-elle pas été invitée ?» Un autre a ajouté, « C'est la responsable. » C'est étrange qu'elle ne soit pas là. Et puis, parce que chaque famille a au moins une personne qui ne sait pas garder un secret, mon grand-oncle, déjà pompette au champagne, a lâché la vérité en un seul instant d'inattention. Eh bien, étant donné qu'Ava est celle qui a payé plus de 400 000 $ pour sauver cette maison l'année dernière, peut-être qu'elle avait besoin d'une pause. La pièce est devenue silencieuse, totalement, douloureusement silencieuse. Le verre de ma mère s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de mon père a perdu sa couleur. David a failli laisser tomber la mini-quiche qu'il tenait. Les invités les ont regardés, confus, stupéfaits, chuchotant. Ava a payé quoi? 450 000 $. Elle a sauvé la maison. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Pourquoi n'est-elle pas là alors? C'était exactement le genre de révélation que mes parents avaient passé leur vie à éviter, le genre qui décollait la surface brillante qu'ils avaient polie pour les autres et exposait la vérité en dessous. Ils n'étaient pas la famille stable, généreuse et autosuffisante qu'ils se présentaient être.
Ils avaient été portés tranquillement, constamment, par la seule fille qu'ils sous-estimaient. Maman a essayé de reprendre le contrôle du récit, mais les parents étaient implacables, pressants pour des détails, choqués qu'ils traitent l'enfant qui a sauvé leur maison avec une telle indifférence. Papa a essayé de se défendre, mais ses mots se sont fissurés sous le poids de la contradiction. Quelqu'un a demandé pourquoi il ne me remboursait pas. Un autre s'est demandé à voix haute comment il pouvait m'exclure de Noël après un tel sacrifice. Et puis le barrage a cédé. Ça a commencé avec mes parents qui se disputaient bruyamment devant tout le monde. Maman a blâmé papa pour les décisions financières. Papa a blâmé maman pour la mauvaise gestion des factures. Tous deux ont blâmé David pour avoir emprunté de l'argent qu'il n'a jamais remboursé. David a crié qu'ils auraient dû mieux gérer leurs propres finances. Maman a pleuré que David était censé être celui qui réussissait, et papa a rétorqué que j'avais été la seule enfant fiable qu'ils avaient. Les invités se tenaient là, figés, serrant des assiettes et des coupes de champagne, regardant l'image de la famille parfaite s'effondrer en 1000 morceaux à leurs pieds. Et au milieu de tout cela, la fiancée de David se tenait tranquillement, les bras croisés, les yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et de certitude. Elle a tout vu, chaque demande égoïste, chaque attente tacite, chaque fissure dans les fondations de leur dynamique. Quand David a essayé de la prendre à part, elle a secoué la tête, a chuchoté quelque chose de vif et est sortie de la maison sans regarder en arrière. Il l'a poursuivie jusqu'au porche, mais elle est montée dans sa voiture, a claqué la porte et est partie. David est revenu à l'intérieur, le visage rouge et humilié. La fête s'est terminée tôt. Les gens sont partis par vagues inconfortables, marmonnant qu'ils devaient y aller, enroulant des écharpes serrées autour de leur cou, désireux d'échapper au froid, littéral et émotionnel. Et même si je n'étais pas là pour en être témoin moi-même, les nouvelles voyagent vite dans les familles. Le lendemain matin, 3 parents différents m'avaient envoyé des versions du même message. Tout s'est effondré sans toi. Ils ont enfin montré leur vrai visage. Tu méritais mieux, Ava. Tellement mieux. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité. Seulement du soulagement. Seulement de la liberté. Seulement la vérité silencieuse et paisible que mon absence avait révélée plus que ma présence n'aurait jamais pu le faire. Une année passe tranquillement quand on ne porte plus le poids de personnes qui refusent de se porter elles-mêmes. Elle s'écoule par petites touches douces, la lumière du soleil matinal à travers de nouveaux rideaux, le bourdonnement d'une cafetière dans une maison qui semble enfin paisible. Les rires doux de personnes qui viennent non pas parce qu'elles attendent quelque chose de vous, mais parce qu'elles tiennent à vous. C'est ce que j'ai ressenti ces 12 derniers mois. Un déploiement constant, une lente floraison d'une vie qui était enfin la mienne. Je n'ai plus parlé à mes parents après ce réveillon du Nouvel An. Non pas par amertume, non pas par colère, juste une absence, un silence. Le genre de calme qui semble naturel, comme un chapitre qui se ferme exactement là où il était censé le faire. Au début, je m'attendais à ce que la culpabilité s'insinue. J'attendais ce tiraillement familier, ce sentiment d'obligation, ce réflexe de prendre de leurs nouvelles, de régler les choses, de me mettre en dernier, mais il n'est jamais venu. Pas une seule fois. Et c'est ainsi que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le travail a prospéré d'une manière qu'il n'avait jamais eu quand je me partageais entre mon travail et les urgences sans fin de ma famille. Sans l'épuisement émotionnel, ma concentration s'est aiguisée. Ma confiance a grandi. J'ai obtenu une promotion, puis un poste de chef d'équipe. J'ai suivi des cours de certification que j'avais reportés pendant des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai assisté à des conférences sans m'inquiéter de recevoir un appel paniqué à propos de factures impayées. J'ai dit oui à des opportunités parce que je les voulais, non pas parce que j'avais besoin de l'argent supplémentaire pour stabiliser le chaos de quelqu'un d'autre. Et à chaque pas en avant, la partie de moi qui s'était autrefois accrochée à l'approbation de ma famille s'est détachée et a disparu. J'ai voyagé dans 2 endroits dont j'avais rêvé mais que j'avais toujours reportés. Un long week-end à Vancouver. Une semaine à explorer les séquoias en Californie du Nord. Un voyage tranquille en solo dans un chalet du Montana pendant l'automne, où les arbres brillaient comme des flammes d'ambre. Chaque moment semblait récupérer un temps que je ne savais pas avoir perdu. 6 mois après la rupture, j'ai acheté une petite maison. Rien d'extravagant. Une petite maison de plein pied avec de grandes fenêtres, des planchers en bois chaleureux et un jardin arrière que j'ai rempli de basilic, de tomates, de lavande et de choses que je ne savais pas comment cultiver, mais que j'ai essayé quand même. La maison n'était pas grande, mais elle était remplie de lumière, d'intention, de paix, et surtout, du sentiment que chaque coin,
chaque étagère, chaque chaise, chaque plante m'appartenait parce que je l'avais choisie. Ma famille avait maintenant l'air différente, meilleure. Il y avait Monsieur Ellis, mon voisin âgé, qui venait tous les 2 jeudis pour une soupe et une conversation. Il y avait Maya, dont la fille Emma avait déclaré que ma maison était sa 2e maison de Noël. Il y avait les adolescents de mon programme de mentorat, dont plusieurs passaient le week-end pour aider au jardin ou cuisiner le dîner ensemble, transformant ma cuisine en un désordre bruyant et joyeux d'épices et de blagues. C'étaient les personnes qui remplissaient ma vie de rire, de chaleur et de sincérité. Rien de tout cela ne m'obligeait à me réduire pour correspondre à leurs attentes. Et quand décembre est revenu, je n'ai pas ressenti de crainte. Je n'ai pas ressenti cette vieille douleur. Je n'ai pas ressenti le fantôme du rejet de l'année dernière. Au lieu de cela, j'ai passé la semaine avant Noël à préparer ma maison pour un autre dîner de fête. Un plus grand cette fois. Plus de nourriture, plus de lumière, plus de chaises tirées de tous les coins de la maison. J'ai tendu des guirlandes dorées chaudes le long des fenêtres, accroché de simples guirlandes de sapin, et cuisiné assez de nourriture pour nourrir la moitié du quartier. Quand j'ai ouvert ma porte la veille de Noël, les personnes que j'aimais ont rempli l'espace de rires doux, de conversations bruyantes et du genre de confort qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être réel. C'était chaleureux, vivant, plein de tout ce que j'avais autrefois supplié ma famille de me donner. Le soir du Nouvel An, nous avons recommencé. Cette fois avec de la musique assez forte pour faire trembler les murs, un feu de joie crépitant dans le foyer du jardin, et un compte à rebours crié avec une joie sincère au lieu de sourire forcé. À minuit, alors que les feux d'artifice éclataient dans le ciel de Portland, quelqu'un a posé une main sur mon épaule et m'a demandé doucement « Est-ce qu'il te manque parfois ? Ta famille ?» Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas hésité. J'ai regardé le ciel brillant, les cierges magiques que les enfants agitaient, les gens s'étreignant et riant autour du feu. Et j'ai dit avec un calme qui m'a surprise même moi, ce que j'imaginais qu'il pourrait être me manque. Mais la réalité ne me manque pas, et je n'utilise plus ma force pour m'accrocher à des illusions. La personne a hoché la tête. Comprenant. Vraiment comprenant. Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités et le retour au calme de la maison, je suis resté seul dans mon salon. Les guirlandes lumineuses brillaient contre les fenêtres. Les restes de dessert étaient à moitié mangés sur la table. Une couverture que quelqu'un avait oubliée était drapée sur le canapé. Ma maison semblait chaude même dans le silence, vivante, aimée, habitée. J'ai repensé à la jeune fille que j'étais un an plus tôt, celle qui se tenait dans un parking de bureaux vide, la neige tombant autour d'elle, chuchotant, d'accord, bien noté, dans l'air d'hiver. Elle avait été épuisée, usée, essayant encore, espérant encore, croyant encore qu'elle devait mériter sa place dans sa propre famille. J'aurais aimé pouvoir remonter le temps et lui toucher l'épaule, lui dire ce qu'elle découvrirait. Que la paix ne vient pas des gens qui exigent votre force. Elle vient de ceux qui respectent vos limites. Que l'appartenance ne se trouve pas dans l'ADN. Elle se trouve dans la sincérité. Que la famille n'est pas définie par l'obligation, mais par la chaleur. Alors que j'éteignais les lumières et me dirigeais vers le lit, une dernière pensée m'est venue. Douce, vraie et stable. J'ai autrefois pensé que je leur devais la loyauté. Mais je ne me devais qu'une vie douce et honnête. Et l'année où ils m'ont dit « Ne viens pas à Noël » a été l'année où j'ai enfin commencé à la vivre.